a été un peu à l'avant-garde de la normalisation des paiements mobiles. Je pense qu'en 2014, un groupe de travail a été mis sur pied au niveau de l'Union internationale pour la normalisation des services financiers mobiles. Comment est-ce que l'Union internationale aujourd'hui observe ces rebondissements-là tant au niveau de la zone Sénat qu'au niveau de la zone UEMOA, parce que avant MTN, il y a Orange qui a été interdit d'opérer les transferts entre la Côte d'Ivoire et la France. Comment au niveau des unités, vous percevez cette réglementation des services financiers mobiles? Je vous remercie. Je voudrais repréciser le contexte pour les auditeurs. Alors, il faut bien voir que c'est un abus de langage lorsque vous parlez de monnaie électronique. Il ne s'agit pas de monnaie électronique parce que justement, il faut éviter la confusion avec les bitchains, etc., les blockchains et toute la zone dont on parle de monnaie. Il s'agit d'une méthode de paiement électronique qui s'appuie sur deux types de lois fondamentales. Un, chaque pays doit avoir une loi sur les transactions électroniques. Une transaction faite à l'usage du moyen électronique non des télécommunications. D'autre part, il s'agit de considérer que les opérateurs de téléphonie mobile sont des acteurs clés du secteur de TIC et donc sont soumis à des licences, à des droits et devoirs de la part des pays qui sont régulés par les lois sur les télécommunications en général. Alors, les paiements électroniques font intervenir donc de ce fait un métier bancaire, purement bancaire, dans leur portefeuille d'activités qui demande d'être régulé cette fois par des instances bancaires que l'UID ne contrôle pas, bien évidemment, nous nous occupons de technologie. Alors, bien évidemment, pour simplifier la vie des usagers et des citoyens, il fallait trouver des moyens d'autoriser ces acteurs qui sont là pour la téléphonie mobile et maintenant qui se lancent dans les paiements à l'aide de ces outils-là, d'agir comme opérateurs financiers. Alors, nous ne pouvons pas ne pas nous satisfaire de l'évolution des accords qui interviennent au niveau bancaire pur, au niveau des interrelations bancaires, en ce qui concerne justement la manipulation des transferts de fonds, et par rapport à la nécessité des pays justement d'éviter les transports fiduciaires, cette monnaie qui est détériorée, qui nous coûte cher à la production, etc., et qui fait en sorte qu'effectivement on peut faciliter l'ensemble des transactions pour que les gens n'aient pas à se déplacer pour acquérir un produit ou un service quel qu'il soit. Donc, les litiges éventuels qui peuvent intervenir entre les pays sont du ressort de la législation bancaire. Au niveau des télécommunications, que vous preniez votre téléphone mobile, pour moi, si vous téléphonez, si vous envoyez un texto, vous envoyez un WhatsApp, vous envoyez une image, vous avez de l'argent, la technologie marche de la même façon. Pour nous, ce sont des données qui passent simplement des bits, qui sont transmis, point final. Ce qui est fait au bout, si c'est vous qui parlez, vous aurez reçu une communication vocale. Si c'est un compte bancaire qui reçoit de l'argent, il aura reçu un crédit, mais nous n'intervenons plus à partir de ces niveaux-là. Donc, toutefois, il faut remarquer que en tant qu'écosystème numérique, évidemment, le système bancaire ne peut pas rester à l'écart de la numérisation de l'ensemble des transactions, qui fait en sorte que les paiements électroniques, aujourd'hui, vont poser un problème déontologique. Vous allez avoir des opérateurs mobiles qui vont avoir le volet des services financiers qu'ils génèrent plus important même que la source de leur métier, qui est celle de véhiculer les télécommunications. Donc ce ne sera plus le trafic de communication qui sera important, mais le volume des transactions financières qu'ils génèrent, qui les amène justement à déployer des stratégies. Donc c'est pour cela que nous avons mis des normes qui sont des normes effectivement publiées, des normes mondiales. Donc on n'entre pas dans les spécifications, que ce soit l'espace CEMAP ou l'espace ouest-africain, ou l'espace de la SADC, etc. Les régulateurs, que sont les banquiers, s'en occupent. Je crois que le directeur général du groupe interbancaire vous l'a dit. Il s'agit d'une traçabilité et de protocoles existentiels, parce que vous savez, les fraudeurs sont toujours en avance. On peut bien l'estimer une fuite de capitaux colossale, faite dans une économie fragile, par 1 million d'usagers, qui chacun fait un virement d'1 million de francs. Vous voyez combien de milliards ça fait? C'est une fuite de capitaux qui ne dit pas son nom. Alors vous avez ça dans un paradis fiscal, dans une zone, les îles Caïmans ou je ne sais pas où, les paradis fiscaux connus, et les receleurs viennent utiliser toute cette masse monétaire qu'il faut ensuite après retracer et régulariser. Donc c'est des raisons de sécurité financière
mais aussi les raisons de sécurité de la bourse. Parce que lorsque la bourse s'effondre, justement, la traçabilité de ce genre d'opération n'est pas facile à prendre en compte. C'est pour ça que nous saluons le fait de ce qu'un opérateur qui est licencié dans un pays, même si c'est une multinationale, qui a des obligations de devoir des charges, des cahiers de charges de la commission, crée son établissement de paiement, s'appuie sur une banque existante, c'est-à-dire un établissement bancaire de référence qui endosse l'ensemble de ces transactions, où le microfinance est réputé et établi, parce que justement, vous imaginez la colère des usagers va s'adresser vers qui? Les opérateurs téléphone mobiles sont réglés par les agences de régulation des télécoms. Alors voilà 250 personnes qui ont versé de l'argent, n'ont pas pu toucher leur argent. Vous croyez qu'elles vont aller se plaindre à la Banque centrale? Non, elles vont venir se plaindre chez le régulateur. Bon, oui, voilà, MTN m'a volé mon argent, ainsi de suite. Tel opérateur ne nous a pas payé. Et ça devient des histoires que nous ne pouvons pas régler au niveau des télécoms. C'est des affaires simplement de recettes et de paiement. Donc, effectivement, ces accords, nous les saluons, nous observons qu'effectivement, dans toutes les régions du monde, à des degrés divers, il n'y a plus tellement le choix. Il faut maintenant mettre en place des mécanismes de coordination, de contrôle efficaces pour que le citoyen qui en a pris l'habitude, qui paye sa facture d'électricité, sa facture d'eau, qui paye ses impôts, par des moyens de paiement électronique, qui facilite sa vie, ne soit plus aller refaire la queue pendant des heures devant le guichet, simplement pour s'affranchir d'un devoir qui peut être maintenant aujourd'hui réglé par des moyens électroniques. Donc nous le suivons, effectivement, mais nous n'interférons pas dans, n'est-ce pas, justement, la régularité bancaire qui est un travail de spécialiste. Merci. Vous avez l'habitude de faire des groupes de travail qui déterminent les bonnes pratiques. En termes de sécurité de ces éléments-là, quelles peuvent être les bonnes pratiques de la communauté? Les bonnes pratiques qui sont liées justement à la conformité des obligations de procédures techniques internationales. Par exemple, vous savez bien par exemple que nous pouvons beaucoup de téléphones sur le impôt, ça vient de tel lieu, ici, chacun vient dans son sac, passe la douane sans bien déclaré, bon, et il nous vend. Bon. Alors, l'interopérabilité de ces appareils fait en sorte que vous ne pouvez pas donner l'email d'un téléphone portable, d'un téléphone portable quel qu'il soit, parce que même s'il a été volé, on peut le détecter. Un téléphone volé quelque part, il est venu. On vous le vend au Cameroun, ok, vous mettez vos puces dedans, vous téléphonez, pas de problème. Et le jour où il y a un incident, sachez qu'on vous attrape tout de suite. Parce que ce téléphone, par son email qui est classé, sans compter les réseaux d'Interpol et tout le reste, les fichiers de déclaration sont déclarés, vous êtes pisté par des réseaux qui surveillent vos transactions. Donc, si maintenant c'était fortuit, l'utilisateur lambda a payé un téléphone qui est volé, exactement comme les véhicules. On vient vous voir ici un véhicule qui a été volé, qui vous a lâché la boudaille, alors que le véhicule a été volé quelque part. Ah bon, très bien. Et ce que vous ne savez pas, c'est que le véhicule est classé. Et dans un fichier, jusqu'au jour où on s'arrête un contrôle banal de police, et on regarde, et ce véhicule étant signalé, justifiez maintenant où est-ce que vous avez eu ce véhicule. Et là, on va vous remonter la chaîne, savoir est-ce que vous faites partie du réseau, et ceux qui ont volé le véhicule, etc., donc vous écoulez, vous êtes donc évidemment complice et punissable par la loi, vous êtes aussi simplement une victime de ces réseaux de vol, vous êtes fait arnaquer aussi, etc. Alors, tous ces réseaux-là qui se passent, les nouvelles technologies, les voitures, les téléphones, c'est la même chose. Nous organisons des échanges de manière à ce que ces données-là, s'il y a une poursuite quelque part, le temps que l'Interpol établisse le lien face à les réquisitions judiciaires, il vous donne l'information. Le réseau est tout de suite démantelé, comme une fois. Parce que même si vous jetez votre téléphone dans le désert après votre transaction, on saura exactement où est-ce que le téléphone a été jeté dans le désert à partir de sa dernière communication. Merci à tous. Et je ne vais pas finir sans dire une fois de plus merci aux représentants de l'unité à l'Afrique centrale et à Madagascar, M. Jean-Jacques Massina. Merci, il n'a pas hésité un seul instant à accepter l'invitation. Merci également à Etienne qui a envoyé la personne autorisée pour parler de monnaie électronique, le directeur de Etienne Monnaie. Merci M. Alain Renaud. Merci directeur général du GIMAD. Vous avez toujours été à nos côtés, vous avez toujours marqué votre accord à toutes nos sollicitations. Merci encore pour ce partage d'expérience-là. Et merci à Patrick Ligné
bonne chance à votre produit Bourré TV et Bourré Entertainment. Je vais finir par inviter le public à être également présent ici demain pour une autre conférence sur les différentes possibilités qui sont offertes aux jeunes startups cette fois-ci pour pouvoir développer leur entreprise. Ça va commencer à partir de 10h demain, pas à 16h comme aujourd'hui. Merci encore et merci à tous.